Ce que vous voyez se dérouler entre Washington et Ottawa à cet instant précis n'a plus rien à voir avec des négociations. C'est une séparation violente, ruineuse et potentiellement catastrophique qui se joue en direct devant le monde entier. Durant plus de 50 ans, cette frontière entre les deux nations était considérée comme la ligne pacifique la plus longue de l'histoire moderne. Ce n'était pas simplement une démarcation territoriale. C'était le cœur battant de l'économie continentale. C'était la base même sur laquelle reposait l'équilibre de toute l'Amérique du Nord. Et pendant des générations entières, c'était le seul partenariat que les investisseurs du monde entier jugeaient absolument incassable, jusqu'à aujourd'hui. Car il y a à peine quelques heures, ce que personne n'osait imaginer vient de se produire. Les équipes de tournage attendaient dans les jardins de la Maison-Blanche. 2 tribunes avaient été dressées face aux caméras. Les documents étaient prêts à être paraphés. Donald Trump se préparait à proclamer ce qu'il considérait comme un triomphe de plus. Une nouvelle démonstration de force où le Canada, acculé, finirait par céder. Sauf que la tribune d'en face est restée déserte. Mark Carney n'est jamais venu, il n'a apposé aucune signature, il n'a soumis aucune proposition alternative, il a tout simplement refusé d'entrer dans ce jeu. Au lieu de ça, il a pris un vol retour vers la capitale canadienne et il a diffusé un communiqué qui pourrait bien bouleverser le coût du véhicule stationné devant chez vous, le montant de vos courses alimentaires et le destin de plusieurs millions de travailleurs à travers le continent. Trump était persuadé d'avoir piégé le Canada. Il était convaincu de maîtriser toutes les cartes. Carney n'a même pas sourcillé. Et désormais, les répercussions se multiplient bien plus rapidement que quiconque dans l'administration américaine ne peut les gérer. Il ne s'agissait pas d'un différend mineur concernant les quotas de produits laitiers ou les cargaisons de bois. Il s'agissait de l'examen périodique obligatoire de l'ACEUM, ce colossal traité commercial qui a succédé à l'ALENA, et qui encadre approximativement 700 milliards de dollars de transactions annuelles. C'est ce traité qui maintient en activité les chaînes de production automobile du Michigan et de l'Ontario. C'est lui qui transporte les ressources énergétiques jusqu'à New York. C'est lui qui approvisionne les grandes surfaces californiennes. Les analystes économiques étaient convaincus que cet examen se déroulerait sans accroc. Ils affirmaient que l'imbrication des économies était bien trop avancée pour être remise en question. Ils se sont trompés. D'après des informations ayant filtré directement des équipes de négociateurs, Trump s'est présenté à l'ultime session avec une revendication qui dépassait toutes les limites acceptables. Il n'exigeait pas seulement des conditions plus avantageuses. Il exigeait une emprise totale, une disposition permettant aux États-Unis de dénoncer l'accord de façon unilatérale à n'importe quel moment de l'année. Un traité commercial transformé en instrument de chantage, reconduit uniquement si le Canada se montrait suffisamment soumis. Autrement dit, Trump souhaitait pouvoir brandir une menace permanente à chaque début d'année. Il a présenté un ultimatum à Carney. Apposez votre signature avant la mi-journée, sinon préparez-vous à une taxe généralisée de 30% sur l'ensemble des exportations canadiennes dès le début de semaine prochaine. Trump considère les pays comme des prestataires qu'on peut soumettre par l'intimidation, les partenariats comme des opérations immobilières avec forcément un vainqueur et un vaincu. Mais Mark Carney n'est pas un prestataire, c'est un ex-dirigeant de banque centrale, un tacticien. Un individu qui a évolué pendant des décennies dans des cercles où l'influence ne se calcule pas en formule choc, mais en mouvement de capitaux, en réseau logistique et en rapport de force économique. Et Carney a intégré une réalité que Trump paraît avoir négligée. On n'intimide pas impunément la nation qui alimente votre secteur énergétique, qui produit vos pièces industrielles et qui occupe une position centrale dans votre tissu manufacturier. La réaction de Carney n'a pas pris la forme d'un message sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un éclat de voix, c'était un mutisme calculé. Il a réuni ses collaborateurs. Il a tourné le dos à la Maison-Blanche. Et en début de soirée, Ottawa a transmis une brève communication officielle au département d'État. Le Canada met fin officiellement à sa participation au processus de révision. Le traité ne sera pas prolongé. L'architecture qui assurait la cohésion nord-américaine s'effrite sous nos yeux.
Et la stupéfaction que vous observez sur vos écrans, c'est Washington qui prend conscience d'être allé trop loin et que l'unique partenaire sur lequel il comptait réellement vient de leur tourner le dos. Certains parmi vous imaginent probablement qu'il s'agit simplement de manœuvres politiques, que tout rentrera dans l'ordre sous peu. Examinez les faits. Ce n'est pas du théâtre. C'est une fracture. 3 indices le démontrent de façon indiscutable. Premier indice, la note confidentielle que les représentants de Trump ont présentée lors des discussions il y a moins d'une semaine. Elle réclamait un accès intégral au territoire maritime arctique canadien, l'abolition du dispositif de régulation de l'industrie laitière dans un délai de 60 jours, et elle brandissait la menace d'activer l'article 232, la clause de protection nationale, à l'encontre de l'aluminium canadien en cas de résistance. Ce n'était pas une discussion entre partenaires, c'était un diktat. Deuxième indice, la réaction des places financières. En temps normal, lorsque les frictions commerciales s'aggravent, la devise canadienne dégringole. Les capitaux se réfugient vers le billet vert. Mais cette fois, le phénomène inverse s'est manifesté. Le dollar canadien s'est légèrement apprécié. Pour quelle raison? Parce que les traders misent contre Trump. Ils interprètent l'initiative de Carney comme une preuve de solidité. Ils sont au courant que le Canada a consacré ces dernières années à nouer des partenariats stratégiques sur les minerais essentiels avec l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud. Les marchés transmettent un message limpide. Le Canada dispose d'alternatives. Et les États-Unis incarnent désormais l'instabilité. Lorsque les financiers de Wall Street accordent davantage de crédit à Ottawa qu'à Washington, c'est que les équilibres mondiaux ont été renversés. Troisième indice, la zone frontalière elle-même. Des témoignages parviennent déjà du pont Ambassador, l'axe commercial le plus emprunté du continent. Les poids lourds marquent le pas. Les contrôles deviennent plus rigoureux. Les marchandises s'entassent. C'est le vocabulaire de la coercition économique. Trump tente d'asphyxier les échanges frontaliers sur le champ pour contraindre Carney à revenir négocier. Mais le Canada ne cède pas à l'affolement. Il procède à des réorientations. Les convois ferroviaires transitant par Vancouver et Montréal sont reprogrammés vers les marchés européens et asiatiques. Les installations portuaires redistribuent leurs flux. Cela n'évoque pas la panique. Cela évoque l'anticipation. Tandis que Trump s'efforce de verrouiller les issues, Carney déverrouille des passages vers le reste de la planète. Et c'est précisément ce qui devrait alarmer Washington. Car si le Canada possède une stratégie de repli, alors Trump n'a jamais détenu l'avantage qu'il croyait avoir. Alors pourquoi en arrive-t-on là? Pour quelle raison Donald Trump prendrait-il le risque de dynamiter un partenariat commercial de 700 milliards de dollars qui soutient la prospérité continentale depuis tant d'années? Tout se ramène à une obsession, la domination. Trump fonctionne selon une logique élémentaire, une logique héritée d'une autre époque. Il est persuadé que la supériorité économique américaine garantit automatiquement la victoire. Il est persuadé que les dommages ne s'infligent que dans un seul sens. S'il vous frappe de droits de douane, c'est vous qui souffrez pendant que lui engrange les bénéfices. Mais la réalité mondiale s'est transformée depuis 2016 et Trump est resté figé. Car les échanges commerciaux contemporains ne fonctionnent pas comme un tableau d'affichage sportif. C'est un organisme complexe, un maillage de circuits d'approvisionnement si étroitement entrelacés que si vous sectionnez un lien, vous n'endommagez pas uniquement votre concurrent, vous vous asphyxiez vous-même. Considérez le secteur automobile. Un unique composant de véhicule franchit la frontière canado-américaine 8 fois avant que l'automobile complète ne quitte l'usine. 8 traversées, blocs moteurs, boîtes de vitesse, systèmes électroniques, structures en aluminium. L'ensemble circule dans les deux directions selon un balai minuté qui repose sur la rapidité et la confiance mutuelle. Si vous entravez ce passage frontalier, même de façon marginale, vous n'infligez pas de sanctions au Canada. Vous paralysez des lignes d'assemblage dans l'Ohio, le Tennessee, le Kentucky. Et c'est la raison pour laquelle, à 7 minutes même, les patrons de l'industrie automobile bombardent la Maison-Blanche de communications urgentes. Ils alertent Trump que si cette rupture perdure ne serait-ce que 7 jours, des dizaines de milliers d'ouvriers américains seront contraints au chômage partiel. Les sites industriels ne s'ajustent pas instantanément. Ils se figent. Trump s'imagine qu'il châtie Carney.
En réalité, il actionne un mécanisme directement branché sur sa propre machine économique. Et voilà qu'il se retrouve coincé. S'il fait marche arrière, il paraît vulnérable. Il passe pour celui dont Carnet a percé le jeu. S'il persiste et verrouille la frontière davantage, il s'expose à provoquer une secousse économique qui contaminera l'industrie manufacturière, le secteur agricole et le domaine énergétique. Son discours trahit déjà cette impasse. Il y a peu, Trump a publié un message affirmant que le Canada nous maltraite gravement, de façon totalement inéquitable, et que nous allons leur appliquer des taxes massives. Ce n'est pas la rhétorique d'un stratège accompli. C'est la réaction d'un individu qui vient de comprendre qu'il a armé un explosif sans prévoir où le jeter. Et la difficulté fondamentale, c'est que Trump conduit un affrontement commercial avec des méthodes vieilles de 40 ans. Il raisonne en termes de métallurgie et de scierie. Il ne perçoit pas que l'enjeu concerne l'énergie, les ressources minières et les fondations de l'existence moderne. Le Canada assure plus de la moitié des importations pétrolières américaines. Du brut dense, précisément la variété pour laquelle les raffineries américaines ont été conçues. Si Ottawa impose des restrictions aux exportations ou instaure des prélèvements à la sortie, les tarifs à la pompe flambent immédiatement, en Pennsylvanie, au Wisconsin, au Michigan. L'Amérique d'abord ne fonctionne plus quand le prix du plein devient la sanction. Et Carney maîtrise parfaitement cette équation. C'est ici que l'opposition entre les deux personnages prend tout son sens. Si Justin Trudeau occupait encore le poste, la réplique aurait sans doute consisté en déclarations lyriques sur les liens d'amitié, en référence au passé commun, en formules d'apaisement diplomatique. Carney opère différemment. C'est un ancien gouverneur de banque centrale. Il a présidé la Banque du Canada. Il a présidé la Banque d'Angleterre. Il a bâti toute sa carrière en appréhendant le pouvoir non comme une représentation, mais comme une mécanique. Il ne s'emporte pas, il analyse. Et la manœuvre que Carney déploie actuellement, les spécialistes la nomment désengagement stratégique. Le principe selon lequel le Canada ne peut plus se permettre de demeurer indéfiniment tributaire d'un associé devenu imprévisible. Carney avait anticipé cette confrontation. Il savait que Trump chercherait tôt ou tard à transformer le commerce en instrument de pression. Alors, depuis 3 années, le Canada édifie discrètement ses protections. Des conventions de sécurisation des minerais stratégiques avec l'Union européenne, des contrats énergétiques de longue durée avec le Japon, des itinéraires commerciaux étendus vers la zone Asie-Pacifique. Le Canada se repositionne non plus comme le sous-traitant de l'Amérique, mais comme une puissance mondiale des matières premières. Car la planète est en demande criante d'uranium, de potasse, de réserves hydriques, de métaux rares. Le Canada les détient. Les États-Unis en ont un besoin vital, et en repoussant l'ultimatum de Trump, Carney adresse un signal aux places boursières internationales. Le Canada reste accessible aux investisseurs. Mais les conditions viennent d'évoluer. Trump exècre les coalitions internationales. Il exècre les structures multilatérales. Il exècre les règles du droit international. Carney exploite justement ces dispositifs pour le neutraliser. C'est un calcul extrêmement risqué. Et il faut être lucide, le Canada encaissera des pertes si la frontière se resserre. La dépendance réciproque est une évidence. Mais Carney mise sur le fait que les États-Unis encaisseront des pertes supérieures. Parce que les ménages américains ne sont pas à l'abri de ces turbulences. Si l'ACEUM implose, l'époque des produits accessibles en Amérique du Nord s'achève. Les additions aux supermarchés s'alourdissent. Les engrais importés du Canada se renchérissent. Les tarifs immobiliers s'envolent à mesure que le bois de construction grimpe. Les éléments en aluminium destinés à vos smartphones et vos véhicules électriques atteignent des sommets. C'est une déflagration inflationniste en gestation. Une déflagration qui pourrait reléguer 2023 au rang d'exercice paisible. Et par-delà les questions économiques, quelque chose de plus inquiétant se profile. La protection américaine se rétracte. Depuis 7 décennies, l'arrangement était clair. Les États-Unis garantissent la sécurité du monde libre et en contrepartie, ils en dictent les normes. Mais si les États-Unis s'avèrent incapables de préserver un simple accord commercial avec le Canada, leur allié le plus fidèle, alors qui peut encore accorder sa confiance à Washington? Ni le Japon, ni le Royaume-Uni, ni le Mexique, ni l'Europe. Carney a intégré cette mutation.
Il prépare le Canada pour une configuration où l'Amérique ne constitue plus le pilier central, mais un territoire replié sur lui-même. Et ce jour restera gravé dans les mémoires. Au moment où Carney s'apprêtait à quitter l'enceinte de la Maison-Blanche, un reporter de Fox News l'a interpellé depuis l'attroupement. « Monsieur le Premier ministre, redoutez-vous la fureur du président ?» Carney s'est immobilisé, sans sourire, sans irritation. Il a simplement prononcé ces mots. On ne peut pas imposer de droits de douane sur les lois de la physique, et on ne peut pas sanctionner la position d'un pays sur la carte. Nous ne partons nulle part, mais nous n'obéissons plus à personne. Ensuite, il a rejoint son véhicule. Voilà ce qui distingue ces deux hommes. L'un recherche l'ovation, l'autre détient la cartographie du pouvoir. Alors que va-t-il advenir maintenant? Nous naviguons dans l'inconnu. Et les 2 jours à venir pourraient sceller le destin économique de ce continent pour les 2 décennies suivantes. Car lorsqu'une architecture commerciale s'écroule, la rebâtir ne s'apparente pas à une simple manipulation d'interrupteurs. La confiance n'est pas une taxe qu'on efface d'un trait de plume. C'est un socle, et ce socle est en train de se lézarder. À cet instant, 3 trajectoires se dessinent, et aucune n'est rassurante. Première trajectoire, la phase d'apaisement. C'est l'hypothèse favorable. Wall Street s'affole à un point tel que Trump n'a d'autre choix que de recontacter Carney. Les conseillers s'activent frénétiquement. Les groupes de pression économique submergent Washington. Un prolongement provisoire est conclu. Trump proclame sa victoire en s'attribuant le sauvetage de l'accord, tandis que Carney regagne son pays en sachant qu'il n'a rien lâché. C'est le comportement qu'adopteraient des acteurs sensés. Mais compte tenu de ce que l'on sait de Trump et de l'assurance imperturbable que dégage Carney, ce n'est peut-être pas le chemin que nous empruntons. Deuxième trajectoire, le conflit commercial ouvert. Trump met ses menaces à exécution. Une taxation générale de 25% s'applique dès lundi. Le Canada contre-attaque, mais de manière ciblée. Carney n'appliquera pas de mesures aveugles. Il frappera là où les partisans de Trump ressentiront la douleur maximale. Le whisky du Kentucky, les motos Milwaukee, les agrumes floridiens, les composants manufacturiers des États décisifs, une souffrance politique infligée avec une précision chirurgicale. La frontière s'enlise jusqu'à l'immobilité. Les inspections se multiplient. Les usines automobiles tournent au ralenti. Les indices boursiers dévissent. C'est l'épreuve de résistance, un test de longévité. Et pour l'heure, Carney apparaît comme celui qui est taillé pour la guerre d'usure. Trump incarne la montée aux extrêmes émotionnels. Carney incarne l'érosion méthodique. Troisième trajectoire, le schisme complet. C'est le scénario catastrophe. Trump proclame l'état d'urgence national. Il active des prérogatives sécuritaires. Il bloque des avoirs. Il s'empare de tous les leviers disponibles. Carney répond en détournant les flux énergétiques, en rationnant l'accès aux minerais stratégiques, en intensifiant les voies commerciales vers l'Europe et l'Asie. L'ACEUM est officiellement abrogée. L'Amérique du Nord se scinde en 2 blocs économiques antagonistes. Nous sommes plus proches de cette issue que quiconque ne souhaite le reconnaître. Et voici pourquoi cette situation est si périlleuse. Habituellement, dans de tels moments, les chefs d'État tempèrent les tensions. Ils saisissent le combiné, ils recherchent la désescalade. Mais Trump ne pratique pas la tempérance, et Carney a résolu qu'il avait assez attendu que Trump atteigne la maturité. Ce n'est pas uniquement une affaire de politique commerciale, c'est une question qui engage l'architecture future de la mondialisation. Durant des décennies, l'Amérique du Nord opérait comme une plateforme industrielle unifiée. Les biens transitaient sans entrave. Les chaînes logistiques étaient calibrées pour la vélocité. Les entreprises implantaient leurs installations en tenant pour acquis que la frontière demeurerait invariablement prévisible. Si ce postulat disparaît, l'ensemble se reconfigure. Les sociétés reconsidéreront leur choix d'implantation. Les investisseurs reconsidéreront leur zone de confiance. Et les citoyens ordinaires le percevront d'abord, non dans les discours, mais dans les étiquettes. Une automobile plus onéreuse, un logement plus onéreux, un chariot de course plus onéreux. Et au-delà de l'économie, il y a la portée géostratégique. L'initiative de Trump signale au monde que même le partenariat le plus étroit avec l'Amérique est conditionnel. Qu'aucun engagement n'est définitif, que la puissance américaine s'exerce de plus en plus comme une intimidation, non comme un facteur de stabilité. Cela oriente les alliés vers d'autres horizons. Cela précipite l'émergence d'un monde multipolaire.
Cela ouvre des brèches pour la Chine, pour l'Europe, pour de nouvelles configurations. Carney a saisi cette dynamique. Il positionne le Canada non comme un voisinage subordonné, mais comme un pôle autonome au sein d'une économie planétaire morcelée. Le Canada regorge de ressources, regorge d'énergie, regorge de minerais, regorge d'eau. Dans les décennies qui s'annoncent, ce sont ces éléments qui constitueront les devises du pouvoir. Et Carney parie que le territoire, et non la rhétorique, l'emportera. C'est pour cette raison que sa formule finale revêt une telle importance. On ne peut pas imposer de droits de douane sur les lois de la physique. Et on ne peut pas sanctionner la position d'un pays sur la carte. Ce n'est pas une simple réplique, c'est un manifeste. Le Canada ne peut pas être déplacé. Les États-Unis ne peuvent pas aisément se passer du Canada. Les oléoducs ne se reconstruisent pas en quelques jours. Les circuits d'approvisionnement ne se réorientent pas instantanément. Les sites de production ne se téléportent pas. Trump s'efforce de vaincre les réalités physiques avec des barrières tarifaires. Carney s'appuie sur les faits concrets. Et désormais, le continent suspend son souffle. Parce qu'il s'agit d'une partie de poker aux enjeux les plus vertigineux qui soient. Trump a tout engagé sur un coup de bluff. Carney l'a mis au défi de montrer son jeu. Et maintenant, nous attendons tous de découvrir les cartes. La prochaine séance boursière sera tumultueuse. La prochaine prise de parole officielle pourrait décider si cette crise reste passagère ou marque la clôture d'un chapitre historique. Alors la véritable interrogation n'est pas de déterminer si Mark Carney défend les intérêts canadiens ou si Trump a surestimé sa position. La véritable interrogation est de savoir si l'Amérique du Nord s'apprête à basculer dans une nouvelle phase. Une phase caractérisée non plus par la coopération, mais par l'antagonisme. L'histoire s'accélère. Et cette semaine pourrait être celle où l'ordre nord-américain traditionnel vole définitivement en éclats.